tous, bienvenue dans cette émission en direct pour vous présenter nos candidats au Grand Conseil et notre candidat au Conseil d'État pour les prochaines élections cantonales. On vous le rappelle, le 18 avril prochain. Alors ce soir, vous ferez connaissance avec 6 candidats pour le Grand Conseil qui vont défiler devant cette petite caméra qui est là et devant vos écrans par groupe de 2 et Robbie Chop qui sera toujours présent le long de la soirée. Alors on vous rappelle les règles du jeu. C'est un exercice qu'on a déjà fait la semaine passée, donc on est rodé, normalement tout devrait bien se passer. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat, il faut vous inscrire pour cela. Chez les Verts, il n'y a pas de sujet tabou, donc allez-y. On attend bien sûr toute la bienveillance et la politesse requise. Alors on va commencer par vous présenter. À ma droite, Marc Faton. Salut Marc. Bonjour. Alors Marc, toi tu habites à La Chaux-de-Fonds, tu es ingénieur HES écologue, tu es conseiller général pour la ville de La Chaux-de-Fonds et tu es député. Oui, courtement, en fait, j'ai fait 2 séances et demie parce que j'ai été remplacé pour la demi-séance et après j'ai été nommé suite à la nomination de Patrick Herman qui était au conseil communal. Mais tu souhaites remplir. Mais je souhaite remplir parce que c'est vrai que l'expérience a été très intéressante et j'ai bien envie de continuer. Jasmine Herrera, salut Jasmine. Salut. Toi tu habites à Neuchâtel, tu es urbaniste et voilà. Jusqu'à maintenant, c'est ça. J'allais continuer, mais non, pour l'instant c'est ça. Et puis Robbie Chop, salut Robbie. Salut, bonsoir. Alors, tu es notre candidat au Conseil d'État et puis tu habites à Savagnier et tu es actuellement conseiller communal, chef du dicaster de la mobilité, de l'aménagement du territoire, de l'économie et du tourisme. C'est tout un programme. On va peut-être commencer par parler de la campagne. Nous, on a fait campagne passablement, mesures sanitaires obligent, via les réseaux sociaux, via notre site internet et via notre journal de campagne qui a été distribué il n'y a pas très longtemps dans les boîtes aux lettres. Et dans ce journal, vous aviez tous écrit des petites phrases, des petites idées vertes. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus avant de recevoir les questions des internautes. Marc, toi tu avais écrit « Pour une équité sociale et une justice environnementale ». C'est un peu les 2 piliers, je dirais, du Parti des Verts, à savoir l'environnement et le social. Donc voilà, c'est aussi mes 2 piliers à moi, c'est là que j'ai envie de mettre le point fort. Jasmine, toi tu as écrit « Je m'engage pour un monde plus vert, féministe et antiraciste ». C'est un sacré programme quand même. C'est un sacré programme, mais je pense qu'il ne faut pas s'engager pour moins que ça. Oui, je pense qu'on peut le faire. Et il ne faut pas viser la perfection, il faut viser de s'améliorer chaque jour plus. Et puis j'essaye chaque jour d'être plus féministe et plus antiraciste que le jour d'avant, et plus écologique évidemment. Robbie, on s'améliore chaque jour. C'est quoi tes bonnes résolutions, toi? Très bonne question. J'ai eu le privilège de ne pas avoir la phrase puisque je ne suis pas candidat au Grand Conseil. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut voir l'écologie aujourd'hui comme un chemin plus que comme un but où on est soit oui, soit non. On sait que ça commence par chacun d'entre nous et chacune d'entre nous à se mettre en route. Mais si on fait aussi de la politique, c'est parce qu'à un moment donné, le système il influe beaucoup sur nos comportements, sur nos motivations. Et puis, je crois qu'on a tous en tête la fameuse phrase de Pierre Rabhi avec son colibri qui va éteindre l'incendie. Mais, c'est très bien de le faire, il faut le faire, mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas si on a un système qui souffle sur les flammes. Donc, il faut aussi qu'on agisse au niveau politique et pas seulement au niveau personnel. Et je crois que c'est pour ça qu'on est là. Absolument. Et si on parlait un petit peu de mobilité, parce que je crois que vous êtes des spécialistes de la mobilité, quelle est la marge de manœuvre en termes de mobilité pour le canton de Neuchâtel? Peut-être, Robbie, tu entames la discussion sur la mobilité? Mais volontiers, ouais. Bon, l'enjeu du canton de Neuchâtel, je pense, c'est vraiment le transfert modal, parce qu'on a remarqué que le canton de Neuchâtel, d'après les chiffres que j'ai pu regarder, est relativement à la traîne en mobilité douce, en mobilité cyclable, en mobilité piétonne. Et puis, on s'acharne à faire des visions mobilité dans ce canton, disons avec un titre qui est la complémentarité rail-route,
Et puis moi, ce que je lis dans la complémentarité rail-route actuelle, c'est qu'on met des transports publics et puis on met des transports privés à côté qui sont quasiment en concurrence. Alors qu'en fait, oui, il y a une certaine complémentarité qui est probablement nécessaire parce que je pense que tous les recoins du territoire ne peuvent pas être desservis ou reliés de manière efficace à un réseau de transport public. Mais complémentarité, ça veut dire qu'on doit se rendre au premier point d'accès au transport en commun et pas de les côtoyer et puis finalement d'être en concurrence entre le transport individuel et les transports collectifs. Jasmine. Oui, alors je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Robbie, évidemment, et je pense que la marge de manœuvre dans le canton, elle est encore très grande. Il y a beaucoup de potentiel de progression. Et je pense particulièrement pour le vélo. Moi, j'habite la ville de Neuchâtel, c'est une ville qui n'est pas très plate. Et on sait très bien comment faire pour rendre les villes plus plates pour les vélos. Il faut la mobilité verticale, il faut des funiculaires, il faut des choses qui existent pour les piétons qui ne sont pas accessibles pour les vélos pour l'instant. C'est des mesures simples qui ne coûtent pas très cher, vraiment pas très cher, de juste rendre, que ce soit autorisé de prendre des vélos dans un funiculaire par exemple et que ce soit gratuit. Ça ne coûte pas cher et ça change entièrement la donne. Après, il y a évidemment les vélos électriques, qu'on aime ou qu'on n'aime pas pour différentes raisons. Et puis, effectivement, je suis d'accord par rapport au rail. Le problème, si on veut, du rail, c'est que ça met du temps à mettre en place. Les nouveaux chemins de fer, ça prend du temps. Ce qui prend beaucoup moins de temps, et qui est très très efficace, c'est de réduire la gratuité des places de parc. On le sait, les études le montrent à chaque fois. À chaque fois qu'on fait une étude, on montre que c'est plus rentable d'avoir un AG que d'avoir une voiture. Dans n'importe quelle circonstance, avec une famille, tout seul, c'est toujours plus cher de prendre une voiture quand on fait vraiment le calcul, avec l'assurance, avec justement le parking, avec les accidents, avec les services, tout ça. Ça coûte plus cher d'avoir une voiture que d'avoir un AG. Et un des facteurs immédiats, parce que les gens ne font pas le calcul en entier, c'est le prix des places de parc. Et aujourd'hui, on a à Neuchâtel beaucoup trop de places de parc gratuites qui encouragent beaucoup trop les gens à prendre leur voiture sans réfléchir au coût environnemental parce qu'il n'y a pas de coût monétaire qui est mis avec. Donc ça, c'est une mesure qui rapporte de l'argent, qui est facile à mettre en place et qui prend très peu de temps. On a une question de Lucas. Bonsoir. Quelles seraient les propositions des Verts pour rendre les transports publics compétitifs pour les personnes qui utilisent plutôt un véhicule privé? Marc. Alors peut-être qu'on aura un turning point dans les années 2035 avec le fameux RER entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Là, je pense que ce sera vraiment un immense plus pour le canton. Et on va complètement pouvoir restructurer les réseaux publics, les réseaux de transport public à ce moment-là. Je pense qu'avant, c'est un peu illusoire d'avoir des grands projets, mais que le RER va nous amener vraiment une amélioration absolument gigantesque avec une cadence au quart d'heure. Et là, on pourra vraiment aussi, avec des interfaces efficaces dans les gares, etc., que ce soit Cernay, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, je pense que là, il y aura vraiment un immense progrès et que les transports publics vont devenir vraiment très très attractifs à ce moment-là. Avant ça, j'ai un peu des doutes qu'on réussisse à faire un grand bond en avant. Robbie, on profite du RER pour relier toutes les localités. Oui, alors ça c'est juste, mais je pense qu'il y a un peu, quand on parle de compétitivité des transports publics, il y a à mon avis trois aspects. L'aspect du prix a été, Jasmine vient d'en parler, malheureusement c'est vrai qu'il y a un prix subjectif qu'on ne calcule pas juste. Moi ici j'ai un voisin qui est un professionnel de la route que j'ai rencontré une ou deux fois dans le bus pour aller à Savagny, à Neuchâtel, Savagny-Neuchâtel, et puis qui me disait mais je comprends pas que les gens ne prennent pas plus le bus parce que quand on calcule le prix de la voiture, et pourtant on a toujours l'impression que le bus est cher. Hein. Et puis après il y a la rapidité puis la fréquence. Je dirais ces deux choses. C'est vrai qu'à La Chaux-de-Fonds, quand La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, il m'est arrivé une fois de faire une expérience un tout petit peu délirante, c'est qu'on avait une séance tard le soir. Et puis il y a une personne qui a juste raté son train pour ensuite repartir plus loin sur Lausanne en l'occurrence. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, attends, on va vite aller en voiture à Neuchâtel, puis tu attraperas ton train. Et ça a été vrai.
Donc tant qu'on a je veux dire, tant que le trajet en voiture, alors c'était pas les heures de pointe, hein, est plus rapide que le train, il y a déjà un problème. Et puis après, évidemment, on a beaucoup de gens qui ont des horaires fixes encore aujourd'hui, qui travaillent peut-être dans la vente ou des choses comme ça. Et puis s'ils doivent attendre 50 minutes un bus pour rentrer chez eux, eh ben, c'est clair que ces personnes-là, elles vont privilégier un transport en voiture parce que 50 minutes une fois, quand on part en vacances, ça va. Mais si c'est chaque jour 50 minutes de perdu parce que le bus n'est pas là à l'horaire où on finit son travail, je peux comprendre que ces personnes se tournent vers le véhicule privé. Donc, je dirais qu'il y a quand même un mix de trois choses. Après, je vois que, voilà, après il y aurait encore le prix, mais aujourd'hui le prix, si on calcule juste, il est déjà compétitif. Après, il y a le prix subjectif. Mais je ne sais pas si Jasmine, ou bien non, je suis tout à fait d'accord. On peut renchérir sur la question de Luca qui rajoute quelque chose à sa présente question, c'est-à-dire que les transports publics sont surtout intéressants pour les personnes qui ont un AG, alors que les personnes qui veulent utiliser un peu les transports publics payent des billets individuels très chers. Parlons des transports publics gratuits peut-être. Est-ce qu'il faut les proposer, ces transports publics gratuits? Mais moi, je pense que oui, au moins pour une certaine tranche de la population, ne serait-ce que pour les jeunes et les personnes âgées. Les jeunes ont besoin de la mobilité pour aller étudier. On voit que maintenant les cours sont dispatchés entre La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, éventuellement Le Locle ou même Saint-Imier, selon les filières que l'on suit. Et pour un étudiant qui habite Neuchâtel, il doit avoir toutes les zones, donc ça lui coûte très cher. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour aussi fidéliser les jeunes au transport public. Et là, je pense que la gratuité, elle s'impose. Après, une gratuité complète, oui, ce serait à essayer. Ce serait à essayer parce que c'est vrai qu'on a, en tout cas dans le canton et en Suisse, on n'a pas de recul par rapport à ça. Il y a pas mal de villes en France qui l'ont fait, où ça semble quand même concluant. Oui, ça semble concluant, effectivement. D'autres villes sont revenues parce que ça n'était pas concluant. Mais je pense qu'à Neuchâtel, on n'aurait rien à perdre à essayer au moins une législature. Qui veut s'exprimer sur ces transports publics gratuits? Oui, je rejoins en partie le constat de Marc, effectivement, pour les jeunes, je pense que ça peut être que positif. Aussi pour créer des habitudes, ça tout à fait d'accord. C'est vrai que je suis un tout petit peu plus sceptique pour le reste de la population. On a remarqué au cours du siècle passé, on a gagné beaucoup en efficacité de la mobilité. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le budget temps qui est alloué à la mobilité, il n'a pas changé. Ça veut dire que si au début du siècle passé, on faisait 1 heure pour aller travailler à 5 km, et ben aujourd'hui, on fait 1 heure pour aller travailler à 100 km. Ce qui a changé, c'est la distance qu'on parcourt et pas le temps qu'on met pour aller travailler. Et c'est assez contre-intuitif, en fait. Instantanément, on penserait tous, si je peux aller me rendre à mon travail en 2 minutes, ben, je vais faire ça et je ne vais pas rallonger la distance. Et c'est aussi pour ça que je me méfie un tout petit peu quand on dit que le télétravail, c'est la solution à tous nos problèmes. En termes de mobilité, pas vraiment. Ça plein d'autres avantages, mais en termes de mobilité, c'est malheureusement pas tout à fait ce qui se vérifie. Ben pour ça, parce que en fait, les gens ils continuent à louer le même budget temps pendant la semaine. Donc s'ils travaillent 2 fois moins en présentiel à leur bureau, ils vont habiter 2 fois plus loin. Malheureusement, c'est ce qui se démontre pour toutes les études qui ont été faites avant le Covid. Peut-être que tout à coup tout a changé, mais ça m'étonnerait. Et du coup, je pense que les transports gratuits résolvent pas ce problème, qu'on va toujours plus loin. Et en fait, en rendant la mobilité entièrement gratuite, on risque d'accentuer ce phénomène. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que la mobilité ait un prix qui soit accessible à tout le monde, mais il faut qu'on réfléchisse, qu'on fasse nos déplacements de manière consciente et qu'on choisisse d'habiter aussi de manière consciente dans des endroits qui permettent de réduire la mobilité. Parce que la mobilité, même en transport public, elle pollue quand même. Et elle coûte quand même en paysage, elle coûte quand même en biodiversité, et elle coûte en énergie pour se déplacer, pour fabriquer les bus, pour fabriquer les routes. Donc je pense que la solution, c'est pas forcément que tout le monde puisse prendre tous les transports publics qu'ils veulent à volonté à tout moment, mais plutôt qu'on essaye de mettre en place des politiques qui permettent aux gens d'aller habiter
dans les endroits les plus proches possibles de leur lieu d'études ou de leur lieu de travail ou de leur lieu de vie, quoi. Roby, un bon déplacement Ouais, et un ouais. petit déplacement. Alors ça c'est certain. Maintenant, moi, je partage tout à fait la position de Jacques. Enfin, c'est pas une position, d'ailleurs, c'est des études qui nous montrent clairement que les gens vont habiter de plus en plus loin à mesure que les transports sont efficaces. Là, on parle quand même de transport public gratuit et pas de transport gratuit. Donc c'est vrai que c'est quand même une mesure qui doit faciliter la bascule entre le transport privé et puis le transport collectif. Moi, je pense qu'il y a une manière quand même de voir la question qui est un tout petit peu différente. Aujourd'hui, les transports publics qu'on utilise, ils sont subventionnés à peu près aux 2/3, si ce n'est pas aux 3/4. Donc le client final, il paye 1/4 du prix. Et puis, en fait, il s'agit de rendre les transports encore plus gratuits, parce qu'ils sont déjà quasiment gratuits aujourd'hui, si on veut bien. Donc la réflexion elle est un tout petit peu différente. Non, parce que personne paye le prix, le passager ne paye pas le prix. Et puis, il y a cet effet rebond qu'on a parfois dit, c'est pas ce que tu as dit, hein, Jasmine, mais on dit, mais si on rend la gratuité, les gens vont faire n'importe quoi, ils vont se balader pour se faire plaisir. Mais je crois que tous les gens qui ont un abonnement général ou un abonnement en onde verte, et j'en ai eu longtemps un abonnement général, et maintenant j'ai un abonnement en onde verte, mais je crois que ça m'est jamais arrivé de me dire, mais tiens, puisque j'ai un abonnement, je saute dans un train, puis je vais faire le tour de la Suisse. Je crois que cet effet de dire, on donne la gratuité, donc on aura des transports publics qui seront bondés, elle n'est pas vraie. Voilà, maintenant, est-ce que la vérité, est-ce qu'il faut quand même effectivement laisser un petit seuil pour qu'on se rende compte que finalement, d'aller habiter à l'autre bout de la Suisse par rapport à son lieu de vie, c'est pas intelligent. Je peux l'entendre, mais moi j'ai aussi un peu tendance à me dire que c'est une expérience qui vaudrait la peine d'être tentée, en tout cas dans un certain secteur. Je sais que ça pose des problèmes de mise en œuvre. Ouais, je pense que ça vaut la peine de vraiment aller plus au fond de la gratuité. En tout cas, moi je suis convaincu par la question des étudiants et des jeunes, parce que, bon, à un moment donné, on s'en souvient tous, on a rapatrié une école d'ingénieurs du LOC sur le littoral. On peut encore entendre que c'est pour la rapprocher des autres cantons, puisque d'autres étudiants y viennent. Mais c'est vrai que tout d'un coup, voilà, on a laissé des étudiants en plan, parce que tout d'un coup, on leur demande, eux, de payer la conséquence d'une décision politique. Et là, je pense que c'est pas correct, en effet. On reste dans le thème de la mobilité avec la question de Barbara qui nous demande un mot sur la H18, position officielle, etc. Alors on va commencer par la position officielle, on parlera de l'etc. Plus tard. Alors notre position officielle, est-ce qu'on a une position officielle déjà sur cette H18? Non, je crois que les Verts sont très partagés. Comme on l'a vu au Grand Conseil, les Verts sont très partagés. Il y a d'un côté des gens qui pensent que la H18, que créer des routes en fait amène plus de trafic, ce qui a été prouvé au niveau mondial. Et d'autre côté, il y a les habitants de la Chaux-de-Fonds qui disent oui, mais la Chaux-de-Fonds, on étouffe dans le centre-ville, on a passé 40 000 véhicules jour dans le centre de la Chaux-de-Fonds, donc c'est infernal, ce tunnel va tout résoudre. Non, ça ne va pas tout résoudre, ça va déplacer le problème. On sait qu'environ 10% du trafic est en transit, donc ça représente en gros 6 à 8 000 véhicules jour. Le canton nous garantit qu'avec les mesures qu'ils ont prises, il y aura 18 000 véhicules jour dans ce tunnel. À mon avis, ce sera très très difficile à atteindre. Et les projections du trafic en fait à la Chaux-de-Fonds, on a des projections qui ont été faites par le bureau d'urbanisme, par un bureau d'urbanisme qui nous montre qu'en fait, il y aura d'immenses progressions de trafic sur certaines rues. Il y aura une espèce de petite ceinture qui va se créer à l'intérieur de la Chaux-de-Fonds, avec des quartiers qui sont jusque-là quasiment exempts de voitures et qui vont énormément avoir de trafic à ce moment-là. Donc on voit, il y a certaines rues, notamment la rue de l'Étoile, on prévoit 16 000 véhicules jour. J'ai fait le calcul, ça représente une voiture toutes les 5,4 secondes. Et il y a un feu en haut de la rue pour le tram, enfin pas le tram, mais le petit train rouge qui va dans le Jura. Et en bas, il y a un feu
pour le bus. Donc moi, il faut m'expliquer comment on va mettre 16 000 véhicules jour sur cette rue, malgré le tunnel de transit. Donc oui, il y a des avantages parce que le centre-ville va être quasiment vidé de ses voitures. Il y a aussi des projets urbains qui nous ont été présentés par le conseil communal qui sont très très intéressants, avec une piétonisation de la place du marché, avec une piétonisation des rues environnantes. Donc ça c'est vraiment pour le chaux-de-fonnier, pour le tourisme, pour le Challans, c'est vraiment un immense progrès que d'avoir la vie historique en fait pacifiée. Mais pour certains quartiers périphériques en tout cas, qui vont avoir une augmentation gigantesque du trafic, c'est un immense problème. Et ces quartiers-là, ben, oui, le POD, effectivement, ce serait sympa de l'avoir pacifié au niveau du trafic, mais c'est quand même une artère qui est prévue pour ingurgiter tout ce trafic en quelque sorte. Or, la rue du Madreau ou la rue de l'Étoile, qui est une toute petite rue qui doit faire 6 ou 8 mètres de large, c'est juste impossible. Donc, il y a quand même pas mal de paradoxes avec cet H18. Et bah, c'est pour ça que je me suis abstenu en fait au niveau du Grand Conseil, parce que c'est vrai qu'en tant que citoyen chaux-de-fonnier, on voit plein d'avantages, mais comme vert et comme militant dans les associations de mobilité douce ou écologique, on n'y voit pas que des avantages. Et je pense que les gens qui nous promettent un immense progrès pour la Chaux-de-Fonds se trompent. Bon, moi je vais laisser tomber je vais laisser de côté le côté chaux-de-fonnier puisqu'il vient d'être exposé. J'ai un autre souci peut-être, pas encore une réticence, mais alors c'est vrai que la H18 va drainer le trafic de transit, merci. Et puis, alors, on a l'effet, il y a le trafic qui existe, et puis est-ce qu'on ne va pas, comme le disait Jasmine tout à l'heure, encourager un nouveau trafic, parce que comme finalement on gagne un quart d'heure à traverser la Chaux-de-Fonds si on vient depuis le Jura ou le Jura bernois dans le reste du canton, ben, on pourra déménager un petit peu plus loin, voire sortir du canton de Neuchâtel, puis aller enfin s'établir dans le Jura voisin. Et puis là, je pense qu'il y a des mesures qui doivent aller jusque sur le littoral, pour éviter qu'on facilite finalement le transit de véhicules depuis le Jura et le Jura bernois vers le Val de Rue en l'occurrence et le littoral neuchâtelois. Alors c'est vrai que je pense qu'une des clés du succès sont les places de stationnement et aussi celles des entreprises. Pour la ville de Neuchâtel, il y a peut-être un petit peu moins de place pour les entreprises. Ici à Val de Rue, évidemment, les entreprises ont à peu près toute la place qu'elles veulent, enfin, bon, à peu de choses près. Hein. Donc là, je pense que ça manque aussi un tout petit peu de stratégie globale pour l'instant. Hein. Alors on a encore quelques années pour y penser, mais c'est vrai qu'on voit les avantages depuis le cœur de la Chaux-de-Fonds, et c'est vrai que c'est un arbitrage qui est très difficile. Avec tout ça, on ne se prononce pas beaucoup, mais disons qu'il faut absolument éviter que ce soit un aspirateur à voiture, hein, pour le dire un petit peu grossièrement. Oui, je rejoins entièrement ce qu'a dit Roby et ce qu'a dit Marc. Je comprends à l'échelle des habitantes et des habitants de la Chaux-de-Fonds, je comprends que c'est difficile d'entendre que c'est pas la solution qu'on préférerait, parce qu'ils doivent vivre avec tous les jours. Et puis je comprends aussi qu'ils disent, mais à Neuchâtel, vous avez un tunnel, vous avez une super zone piétonne, qui n'est pas entièrement piétonne, c'est un autre débat. Mais vous avez eu tout ça, nous on veut aussi avoir ça. Je comprends vraiment, j'ai beaucoup d'empathie pour ces personnes. Maintenant, si j'essaye de dézoomer un tout petit peu, et puis en tant que politicienne et politicien, c'est un peu ce qu'on nous demande de faire. Moi je suis urbaniste dans ma vie privée. Des routes de contournement ou des projets de routes de contournement, je pense qu'on en abandonne 2 par mois. Non, j'exagère, mais les communes, les unes après les autres, abandonnent leurs projets de contournement parce que c'est une notion qui est un peu dépassée. Parce qu'aujourd'hui, on n'essaye pas juste de sortir les voitures des villes, on essaye de réduire les voitures complètement. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai un peu de peine à me prononcer favorablement sur un projet qui, à mon avis, est pas du bon siècle. C'est pas la bonne solution à ce problème aujourd'hui en 2021. Il y a d'autres solutions
qui sont à mon avis des meilleures solutions, qui demandent qu'on travaille un peu plus, et puis qui demandent, et je suis consciente que c'est difficile de demander ça, qui demandent que le centre-ville de Chaux-de-Fonds reste peut-être dans un état qui n'est pas optimal pour les personnes qui y habitent. Je crois qu'on a bien résumé les positions. Peut-être encore juste une précision. Je pense que moi j'aurais pu accepter le projet si ça avait été un modèle du genre. Mais là, c'est vrai qu'on a quand même des atteintes importantes au paysage. Et à mon avis, au niveau de la mobilité douce, c'est bâclé. Je veux dire, on est sur un itinéraire de Swiss Cycling, donc il y a un itinéraire suisse officiel et tout, et on nous met des traversées de pistes cyclables qui vont être avec des passages jaunes. Donc certains cyclistes vont devoir arriver sur l'itinéraire de Swiss Cycling et vont devoir utiliser des passages jaunes pour couper la route cantonale. Et après, il y a 2 sous-voies à l'entrée de la Chaux-de-Fonds. Entre ces 2 sous-voies, je suis désolé, c'est pas résolu. Les cycles sont mélangés aux piétons. Il y a un très gros quartier avec pas ces 2000 habitants où les élèves, où les enfants sont censés aller à pied ou en vélo à l'école, et ce n'est absolument pas résolu. Donc là, je pense que à ce niveau-là, le canton de Neuchâtel a énormément de retard au niveau des pistes cyclables, et je pense que là, on a vraiment un gros travail à faire, et je pense que vraiment la H18 à ce niveau-là, c'est bâclé. Moi, j'aurais pu voter pour au niveau du Grand Conseil si ça avait été un projet modèle avec vraiment une piste cyclable de chaque côté, avec une intégration du paysage. Pour quelques millions de plus, on aurait pu intégrer une galerie couverte dans cette vallée des Petites Creusettes qui est juste magnifique. C'est vraiment, ça fait partie des grands paysages jurassiens. Et là, on va carrément la balafrer avec une route cantonale. Et moi, je trouve que ça, c'est pas acceptable. Donc là, à mon avis, le canton n'a pas fait son travail au niveau de la protection du paysage et de la mobilité douce. On passe peut-être à la dernière question de ce premier tour de piste, une question de Johanna, qui nous dit: un canton, un espace. Qu'est-ce que cette affirmation vous inspire? Roby, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, ça me rappelle déjà un projet, une motion des Verts il y a une dizaine d'années, qui était un canton, une commune. Et d'un côté, alors, je trouve qu'on est un tout petit peu à mi-chemin maintenant, parce que c'est vrai qu'on pourrait concevoir le canton de Neuchâtel comme une sorte de grande commune unique, ce qui serait un tout petit peu novateur à cette échelle, hein, parce qu'on n'a pas qu'un noyau urbain, mais bon, Bâle est quasiment un canton-ville, hein, à une commune près. Genève, c'est un peu plus compliqué. Après Neuchâtel, c'est ni Bâle ni Genève. Je pense qu'on est quand même un peu au milieu du gué. Moi, aujourd'hui, je suis un tout petit peu frustré parce que je pense que, d'une part, l'élection du Grand Conseil sur une circonscription unique n'est pas tout à fait, ne porte pas tout à fait toutes les garanties de représentativité. On sait qu'on a un canton qui a quand même des sensibilités puis des points de vue différents sur ce qu'on devrait devenir entre les montagnes, le littoral et les vallées. Et puis je crois que c'est pas en faisant semblant que ces tensions n'existent pas qu'on les surpasse, au contraire en les résolvant. Et puis là je trouve que la solution elle est un tout petit peu rhétorique, avec finalement les régions ont aussi relativement disparu, elles sont devenues un peu floues, c'est-à-dire qu'on a des régions de planification, par exemple pour l'aménagement du territoire, qui ne sont pas les mêmes que les régions de transport, ne serait-ce que ça. Puis après, les régions de défense incendie ou de services ambulanciers sont encore différentes. Et puis, je trouve qu'on sent un tout petit peu qu'il y a une maturité qui devrait se faire et qui n'a pas été vraiment conçue dès le départ. Donc, moi, voilà, il faut vivre avec, mais je suis un tout petit peu sceptique sur la réussite de l'exercice, la réforme des institutions, pour le dire comme ça. 2035, le RER, hein, ça va déjà avantager un petit peu. Oui, bien sûr. C'est ça, moi je pense que vraiment on pourra avoir ce slogan-là en 2035, et là je pense qu'il deviendra nettement plus une réalité, bien que vraisemblablement le Val de Travers va être un petit peu oublié encore. C'est un très beau programme. Pour l'instant, je partage un petit peu le constat de Roby, qui est qu'on reste un peu sur notre faim pour l'instant par rapport à ce programme. Je suis optimiste. Moi, je trouve que la circonscription unique, c'est symboliquement
Je trouve que c'est très encourageant. Je trouve vraiment chouette qu'on vote sur 100 députés, qu'on participe tous et toutes ensemble à une même élection. Je pense que c'est assez unificateur comme ça. Oui, le système n'est pas parfait, évidemment. Je ne dis pas le contraire, mais je trouve que symboliquement c'est quelque chose. Et puis, depuis la votation du Transrun de 2012, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'élan pour voilà, pour réconcilier les différentes parties du canton. Et pour l'instant, je n'ai pas été épatée par ce qui a été entrepris. Je ne dis pas que j'ai la solution miracle. Et effectivement, je suis d'accord avec Marc. Je pense que d'avoir une liaison, si les promesses sont tenues, 14 minutes pour rejoindre le haut et le bas, c'est à peu près la même chose que pour aller de Ouchy aux Croisettes, par exemple. Et c'est, à mon avis, quelque chose qui a beaucoup participé à unifier la ville de Lausanne. Et c'est quelque chose qui, j'espère, participera beaucoup à unifier le haut et le bas du canton. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications, ces informations. On va passer aux prochains candidats qui vont arriver tout de suite, d'ici 5 minutes. Donc restez avec nous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions.